Hop, Très bien. Essaye de défiler. Fais en plein écran. Mets-le en plein écran. voilà. Comme ça, c'est bon? C'est mieux. Et essaye de défiler d'abord. Euh, Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. CD. Très bien. Maintenant, demande-moi de t'autoriser pour l'enregistrement. Comment? Fais-moi une demande d'autorisation pour l'enregistrement. Alors, comment je fais ça? قولي l'informaticien Torelak. Demande d'enregistrement. Alors, Snake, tu fais peut-être que c'est ça. Demande d'enregistrement. Enregistrer. Demande d'enregistrement. Voilà, c'est bon, j'ai Voilà. trouvé. Ah, Envoie. voilà. Et moi, je te donne ces... Ah non, Jenny, c'est des blagues. Jenny, pas que c'est des blagues. Non. Allez. D'accord. Autorisé. Voilà. Ça y est. Tu l'as. Donc, tu peux récupérer ton enregistrement après. Merci beaucoup, hein. Je t'en prie. On attend un tout petit peu. Pourquoi ça fait pas marche arrière? Madame, pourquoi ça fait pas marche arrière? On attend. Ah, la souris. C'est un fichier. Docteur Gougam, vous pouvez me donner le OK pour que je puisse introduire enfin, je pense qu'il faudra m'introduire et introduire la formation. Ensuite, je commence. Non, on attend un tout petit peu. Ils sont pas nombreux. Je suis là-bas. D'accord. Vous n'êtes pas visible, hein. La diapo, elle est... Voilà, voilà, au cas où. De rien.
On attend quelques-uns de vos collègues, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé. Hein. Alors quand vous mettez ni diapo ni son, c'est parce qu'il n'y a rien du tout. D'accord? Il y a ceux qui arrivent à 13 heures à l'heure et il y a ceux qui arrivent après. Nous, on n'attend pas longtemps. L'enseignante, elle est là depuis tout à l'heure. Donc, dans 2-3 minutes, on commence. Docteur Lalami, Blimsous, je pense qu'on va commencer. Hein. Alors tant pis pour les retardataires. Vous placez votre communication, je fais une petite ouverture. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois être le noir. Voilà. Direz en plein écran. C'est quoi cette tache noire? Très bien. Alors le son. Blimsous, activez votre son. Très bien. Alors, bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de voir Agda, une salle bien remplie. Hein. Merci. Inch'Allah, tous les DAPM des autres CHU la reprend la même chose. Même si on n'est pas à une centaine, ils vont arriver et tant pis pour eux. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui n'est pas très très fréquent par rapport à nous, les généralistes, mais dont on entend parler tout le temps. D'ailleurs, même nous, en tant que généralistes, je dis nous parce que moi aussi je suis avec vous, on a tendance à toujours dire est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas ça. À chaque problème de pneumologie ou oculaire, on se dit est-ce que c'est pas ça. Alors nous aujourd'hui on a la chance d'avoir le docteur Lalami qui est pneumophysiologue au niveau de CHU de Beni Messous, l'équipe de professeur Arnaout, et qui va nous parler de ce sujet et aussi souligner là où l'importance de notre rôle devient parlante. Docteur Lalami, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup, docteur Gougam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie tous de votre présence. Et effectivement, comme l'a introduit le docteur Gougam, la sarcoïdose est par définition une maladie rare. Mais vous allez voir que c'est une maladie rare qui a quand même une manifestation que vous pouvez rencontrer régulièrement dans vos consultations, d'où le choix pertinent de cette thématique. Donc la formation d'aujourd'hui se décline en 3 parties. La première partie qui sera relativement courte puisqu'on va vous donner essentiellement une idée sur le contexte épidémiologique autour duquel évolue cette pathologie. La deuxième partie, qui est la partie la plus importante, c'est comment faire un diagnostic
quels sont les tableaux radiocliniques de la sarcoïdose et quel est l'intérêt pour le médecin généraliste, quand et comment y penser. Et la troisième partie où nous allons vous introduire justement la prise en charge thérapeutique de cette pathologie lorsque vous allez avant ou inflammatoire systémique, d'identifier les principaux chiffres de prévalence, de reconnaître les populations à risque, et c'est très important puisque ça va nous permettre et ça va vous permettre à vous de les identifier et donc de poser un diagnostic opportun et de comprendre les grandes trajectoires évolutives de cette maladie. Donc, comment peut évoluer mon patient? Alors, comment se définit la sarcoïdose? La sarcoïdose est une maladie inflammatoire systémique d'étiologie inconnue. On sait que c'est une maladie où il y a un déséquilibre immunitaire. On sait que c'est une maladie où il y a une inflammation chronique, que cette inflammation, elle est systémique, donc touche tout l'organisme, mais on ne connaît pas encore son étiologie. Cependant, il y a différentes hypothèses dont on va parler pendant le cours. Elle se caractérise par justement l'existence d'un granulome non nécrosant. Et cette mention d'absence de nécrose, elle est très importante car on verra qu'elle nous permettra aussi de faire le diagnostic différentiel avec certaines pathologies. C'est un granulome non nécrosant qu'on va trouver dans un ou dans plusieurs organes. Et vous voyez bien sur le schéma de droite que tout l'organisme, tous les organes peuvent être touchés avec quand même une certaine prédilection pour l'atteinte pulmonaire. Et c'est pour ça que c'est un pneumologue qui vous présente le cours. Vous avez aussi des atteintes systémiques, telles que l'atteinte oculaire, les atteintes ganglionnaires, telles que l'atteinte cardiaque. Et toutes ces atteintes vont être identifiées dans la deuxième partie de cette formation. Donc, comme je vous l'ai dit, les atteintes prédominantes sont le poumon et les ganglions intrathoraciques, donc les atteintes médiastinales qu'on retrouve dans 90% des cas. Mais aussi, les autres organes ne sont pas épargnés. Votre rôle majeur en tant que généraliste est justement de repérer les signes initiaux qui sont souvent peu spécifiques et donc rendent rares. Alors, les épidémiologiques récentes proviennent de grandes populations, essentiellement en Norvège, parce qu'on va voir que comparativement aux autres zones d'Europe, c'est en fonction de la répartition géographique et qu'il y a un gradient nord-sud. Et c'est pareil pour les autres régions, notamment pour les pays du Maghreb et pour l'Afrique. En Europe du Nord, donc si vous prenez l'exemple de la Suède et de l'Islande, vous allez avoir une prévalence autour de 60 à 120 cas par 100 000 habitants. Pour les États-Unis, c'est une prévalence autour de 60 cas par 100 000 habitants. Et vous voyez que dans certains pays comme le Japon, elle est encore plus rare et vous avez 10 cas pour 100 000 habitants. En Afrique du Nord, c'est très très variable et les données sont relativement rares. Il y a des études pour une estimation autour de 5 à 10 cas pour 100 000 habitants, mais je vous donne l'expérience de mon service où vous avez quand même, on a un bon nombre de cas pour cette pathologie. Même si donc il y a un biais puisque nous sommes centre de référence pour les pathologies rares. Donc, en conclusion de cette slide, la sarcoïdose est une maladie certes qui est rare, mais elle n'est pas exceptionnelle, donc vous devez la connaître. Alors, je vous ai repris brièvement l'étude norvégienne où on retrouvait 365 cas sur une période quand même qui était relativement longue et avec une prévalence autour de 50 à 60 cas pour 100 000 habitants. Une incidence, et c'est ça ce qui est important, une incidence qui est en train d'augmenter durant ces 30 dernières décennies. Gros point d'interrogation, pollution atmosphérique, exposition environnementale, on n'a pas encore la réponse à cette question.
La mortalité est très faible dans cette pathologie. De même pour cette étude anglaise que j'ai pris en exemple. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'était une étude énorme qui a été faite sur 18 554 cas de sarcoïdose et qui a permis de déduire à une prévalence qui était plus élevée par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure et qui pouvait atteindre les 230 cas pour 100 000 habitants. Qu'en est-il des données locales? Donc, comme on l'a dit, les études locales restent quand même relativement rares. Elles sont souvent hospitalières. L'exemple de mon service, on a 450 cas par décennie, ce qui donc est quand même conséquent. Et les prévalences qui sont estimées restent faibles, tout simplement parce que nous avons un problème manifeste de sous-diagnostic de cette pathologie. C'est une pathologie qu'on ne connaît pas et donc qu'on ne diagnostique pas. On ne pense même pas au diagnostic de la sarcoïdose, d'où la formation d'aujourd'hui. Le diagnostic, quand il est posé, il est souvent tardif et on peut observer des complications pulmonaires, et on va voir tout à l'heure lesquelles, à tel point que le patient peut devenir insuffisant respiratoire, oxygénodépendant. Donc, confusion aussi dans les problèmes de diagnostic. Comme nous sommes un pays de moyenne endémie tuberculeuse, il y a un problème manifeste de confusion fréquente avec la tuberculose extrapulmonaire, ganglionnaire. Et bien évidemment, le point positif, c'est que le ministère de la Santé est en train de mettre en place des registres nationaux de pathologies rares qui sont en cours de validation et qui vont apporter énormément dans ces pathologies rares. Il est donc très important de vous sensibiliser pour la détection et le diagnostic précoce de cette pathologie. Donc, on a parlé des populations à risque. Si on sait ce qu'on cherche, on peut trouver quel est le terrain et quels sont les facteurs de risque pour la sarcoïdose. Vous avez d'abord l'âge. Deux pics d'âge, donc l'âge moyen. Alors, il faut savoir que la sarcoïdose survient à tout âge. Cependant, on a deux pics importants. Le premier, c'est entre 20 et 40 ans. Donc, sujet plutôt adulte jeune. Et le deuxième, c'est plutôt chez un patient qui est autour de 50 à 65 ans. C'est le deuxième pic est observé plus fréquemment chez les patients de sexe féminin. Et donc, les études de prévalence ont permis d'identifier une légère prédominance justement de cette pathologie chez les femmes. La sarcoïdose donc peut être symptomatique et elle peut être symptomatique comme elle peut ne pas l'être, et on le verra dans les formes cliniques. Et il faut savoir que malgré le fait qu'on vous parle beaucoup de l'atteinte pulmonaire qui est le premier signe d'appel, ça reste quand même une maladie systémique. Donc, y pensez quand vous avez une femme qui présente les caractéristiques cliniques dont on va parler tout à l'heure. Donc, pour les facteurs maintenant, les facteurs de risque génétiques et environnementaux, vous avez bien évidemment une association de modifications de type HLA de classe 2. Je ne rentrerai pas dans le détail, sachez uniquement qu'il y a un facteur génétique qui est quand même important et qu'on a remarqué qu'il y avait un polymorphisme de certains gènes qui codent pour le TNF-alpha, qui codent pour l'ACE, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et qui s'expliquent par le fait des mécanismes physiopathologiques de cette maladie. On a aussi observé que c'était une maladie qui pouvait survenir dans un contexte familial. Donc, attention aux antécédents familiaux, puisque le risque de développer une sarcoïdose dans une même famille sera multiplié par 5, voire par 3 chez des patients qui ont été diagnostiqués. Je n'irai pas jusqu'à vous proposer un dépistage, mais sachez que si un patient arrive et qui est diagnostiqué sarcoïdose et qu'il vous ramène son frère ou sa sœur avec la même symptomatologie, dites-vous bien que vous avez un risque élevé d'avoir la même étiologie. Alors, qu'en est-il pour l'environnement? L'environnement, eh bien, vous vous souvenez dans l'éthiopathogénie, dans la genèse de cette maladie, on a dit qu'on ne savait pas de quelle origine elle était, mais qu'il y avait une forte hypothèse en rapport avec l'exposition professionnelle.
Beaucoup d'hypothèses ont clamé justement l'exposition aux poussières inorganiques comme le beryllium, l'aluminium ou la silice. Et parfois même, donc, on a retrouvé une fréquence élevée dans les milieux agricoles, tels que par exemple l'exposition aux bioaérosols. D'autres hypothèses ont évoqué justement l'origine infectieuse et donc avec un rôle possible comme facteur déclenchant immunologique. C'est un petit peu ce qu'on a observé lors de la COVID-19, puisqu'il y a eu cette tornade cytokinique et qui a permis de révéler une augmentation des maladies auto-immunes par la suite. Enfin, vous avez bien compris qu'au final, même si on ne savait pas la physiopathologie exacte de la sarcoïdose, on sait qu'il y a une interaction génétique-environnement qui pourrait expliquer la situation. L'expression de la sarcoïdose dépend donc d'une susceptibilité génétique et d'un déclencheur environnemental. Pour les mécanismes immunitaires, alors vraiment, brièvement, il faut savoir que la sarcoïdose est une réponse immunitaire exagérée à un antigène inconnu. Il va y avoir donc une activation des lymphocytes de type T, CD4 et des macrophages et au final, on va aboutir comme non nécrosant au niveau des organes. Donc, inflammation chronique. Quelles sont les cellules les plus importantes? Le macrophage, qui va sécréter le TNF-alpha et l'interleukine 2, le lymphocyte T, qui va entraîner donc la différenciation, la stimulation d'une immunité non T2, donc le TH1, et bien sûr les cellules dendritiques présentatrices d'antigènes et qui vont, elles, activer le T0 qui va devenir T1. Ça, c'est un schéma global pour vous reprendre ce que je viens de dire. Et là, c'est vraiment pour vous montrer ce fameux granulome inflammatoire que vous avez dans la sarcoïdose. Vous avez les petits points noirs qui représentent les petits lymphocytes et qui s'installent toujours en couronne. Et vous avez au milieu, donc ce que vous voyez ici, vous avez des grandes cellules géantes qui sont multinucléées. D'ailleurs, vous allez voir 3 points par exemple ici. Et c'est la fameuse cellule de Langerhans. C'est ça, le granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse, vu au microscope en immunohistochimie. Tu peux utiliser le curseur. Tu peux utiliser le curseur. Alors, oui, alors voilà. Alors là, par exemple, vous avez la cellule géante et les petits points noirs ici, vous avez plein de lymphocytes et vous voyez bien qu'on a une lymphocytose qui est relativement importante. Dans les marqueurs biologiques, et on les demandera lorsqu'on aura un bilan biologique à faire, et ça, il faut le retenir, vous allez avoir une élévation de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et on en a même parlé, on a dit qu'il y avait une anomalie génétique par rapport à cela, et vous allez avoir une hypersécrétion de calcium, donc une hypercalcémie, qui est due à la production, donc qui est synthétisée par des macrophages spécialisés stimulés. Donc, ça aussi c'est important pour vous. Quelle est l'évolution naturelle de la maladie? Comment peut évoluer une sarcoïdose? Eh bien, sachez qu'on a 3 trajectoires possibles. La première, c'est une rémission spontanée et fort heureusement, alhamdoulilah, c'est dans 60 à 70% des cas. On les voit essentiellement quand on a une forme aiguë d'évolution récente. On peut avoir aussi, ça reste rare, l'évolution vers des formes chroniques, mais qui restent très longtemps stables, avec l'atteinte d'un ou de plusieurs organes. Et le problème se pose pour nous spécialistes dans les formes évolutives sévères et qui représentent quand même 10 à 15% des cas et qui peuvent évoluer vers ce qu'on a dit tout à l'heure, pour l'atteinte pulmonaire, vers par exemple la fibrose pulmonaire avec la nécessité d'utiliser un extracteur d'oxygène. On peut avoir une forme évolutive sévère vers une atteinte d'un organe noble, comme par exemple l'atteinte cardiaque ou alors ce qu'on appelle la neurosarcoïdose, qui est quand même particulièrement sévère.
On voit bien que le pronostic de cette pathologie est très variable selon les organes touchés et selon la rapidité du diagnostic. C'est pour ça que vous, médecins généralistes, devez être sensibilisés au terrain particulier sur lequel survient cette pathologie et à la symptomatologie et au tableau radioclinique dans lequel peut se manifester cette maladie afin de poser une hypothèse diagnostique qui sera confirmée par des examens spécialisés. Quel est le rôle du médecin généraliste? Les généralistes jouent un rôle clé dans le dépistage et la gestion de cette maladie, d'où l'intérêt de cette formation. Les symptômes initiaux, on va le voir tout à l'heure, sont souvent pauvres. Et c'est des symptômes qui auront tendance à être banalisés par le patient. Ah, j'ai une petite fatigue. Non, je tousse un petit peu le matin. Ah, mais j'ai des petites douleurs, ensuite ça c'est pendant la journée. C'est pas important, je ne vais pas consulter. Banalisé par le patient, mais banalisé aussi par le médecin généraliste qui va recevoir ce patient qui souffre, d'accord? D'où l'importance. Donc, une exploration qui sera souvent déclenchée par vous, médecin généraliste. Donc, les radios, on n'a pas besoin de passer par un spécialiste. Si vous êtes sensibilisé à la pathologie, vous pouvez demander les radios standards, vous pouvez demander le bilan biologique simple qu'on va citer tout à l'heure. Donc, votre approche est une approche qui est proactive et qui va permettre d'améliorer le résultat, le diagnostic de ces patients. Bien évidemment, après tout cela, il y aura une orientation vers le pneumologue ou vers l'interniste devant toute suspicion de cas. Donc, il y a une position clé du médecin généraliste dans le repérage et aussi la coordination du suivi. D'accord ? En conclusion, la sarcoïdose est une pathologie rare, mais le problème, c'est qu'elle reste sous-diagnostiquée, notamment dans notre contexte. C'est une maladie qui va se manifester par une atteinte multiple, ce qui augmente justement le désarroi et la difficulté du diagnostic. Elle est d'évolution souvent imprévisible, nécessitant un suivi prolongé. On note aussi votre rôle fondamental en tant que médecin généraliste, notamment dans le repérage précoce de cette pathologie. Et donc, connaître les formes classiques, mais aussi les formes atypiques, nous permettra d'orienter notre exploration. Je vous remercie pour cette première partie. Je pense, Dr Gougam, est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions après chaque partie? Oui, j'aimerais bien, ça va les réveiller. Vous avez le chat pour la discussion, vous pouvez écrire. Et pour les gens présents, vous pouvez parler, bien sûr, ça c'est clair. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, oui. Quels sont les signes, justement, évocateurs pour le... Utilisez le micro pour que tout le monde vous entende. Il faudra vous approcher d'ici. Donc, le micro est là. Sinon, l'enseignant répétera la question. C'est à vous de voir. Le médecin, Docteur Si Mohamed demande quels sont les signes cliniques qui peuvent orienter vers une sarcoïdose. Alors, le médecin généraliste a demandé des explorations. C'est une très bonne question et c'est la thématique qui va être abordée lors de la deuxième présentation. Donc, voilà. Les participants du Zoom, est-ce que vous avez des questions? Écrivez-les. Vous pouvez les écrire et on peut... Soyez interactifs. Hein. Est-ce que, à part cette question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment non. Alors, la deuxième séance, c'est les tableaux radiocliniques de la sarcoïdose. On peut voir, c'est extrêmement rare. On a dit, donc, c'est une pathologie qui survient dans n'importe quelle tranche d'âge, notamment chez l'enfant. C'est une maladie rare avec 2 pics d'âge, donc les 20-40 ans et au-delà de 50 ans, surtout quand il s'agit d'une femme. Mais effectivement, c'est possible de l'avoir chez l'enfant ou chez l'adolescent. D'accord? Avec des signes qui peuvent être identiques, mais en moindre intensité.
Oui. Une forme spontanément résolutive. Oui. Il y a un risque de rechute. Alors, c'est une excellente question. Le collègue demande forme résolutive. Il peut y avoir une rechute. Oui, il peut y avoir une rechute. On a remarqué que on pouvait avoir une rechute après une forme spontanément résolutive et on pouvait avoir des rechutes après des formes déjà traitées, soit par corticoïdes, soit par autres immunosuppresseurs. Comme je vous l'ai dit en introduction, le mécanisme physiopathologique de cette maladie n'est pas parfaitement, mais on a toujours ce facteur on, ce déclencheur, cet interrupteur on pour un facteur déclenchant environnemental. Hypothèse, si le patient est réexposé à cet interrupteur on, il peut y avoir une réviviscence, une pathologie qui serait de nouveau. Hein? Oui. Donc pour une forme qui est résolutive. Voilà. Oui. C'est-à-dire le patient doit avoir un suivi. Oui, alors de préférence, c'est un patient qu'on verra une fois par an au départ et c'est un patient qui sera sensibilisé à la pathologie, donc vous lui demanderez de reconsulter en cas de réapparition de symptômes. En général, de toute façon, c'est des patients qui sont assez proches de leurs symptômes et qui reviennent par eux-mêmes. Hein. Oui. Je pense que... Oui. 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 Après, c'était plus des facteurs alors, on a dit, c'est une très bonne remarque, mais vous savez, quand on dit facteur environnemental, effectivement, ce que j'ai cité, c'était essentiellement un contexte particulier professionnel, mais une femme à domicile peut être exposée à la biomasse. Une femme à domicile, la biomasse, c'est la fumée de charbon, la fumée de bois, c'est les produits de combustion, donc c'est des produits de combustion qui peuvent être allergisants et qui peuvent entraîner justement ce problème dysimmunitaire. Vous pouvez aussi avoir une exposition à la pollution atmosphérique, donc vous n'êtes On peut se tromper dans le tableau et penser à une allergie, mais ensuite, quand vous allez demander une radiographie du thorax, vous allez avoir des signes manifestes de votre sarcoïdose. Hein. Vous pouvez passer à côté au début, mais justement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un premier diagnostic et étude au fur et à mesure de l'apparition des symptômes. Alors, ça dépend, c'est variable. La caractéristique de la maladie, et c'est pour ça que c'est difficile qu'elle est sous-diagnostiquée et qu'on n'y pense pas, c'est que vous avez d'abord le polymorphisme clinique, radiologique et biologique, d'accord? Il n'y a pas de, c'est pas cadré, voilà. Et que vous avez des signes qui sont non spécifiques. Vous pouvez l'avoir partout. Une dyspnée, vous pouvez l'avoir partout. Et c'est pour ça que je vous demande de garder dans une petite case de votre cerveau, la case sarcoïdose, y penser et demander un téléthorax ou un bilan biologique. Ça, c'est très facile et ça vous permet tout de suite d'avoir une orientation diagnostique. Mais si vous permettez, tout cela sera détaillé dans la deuxième partie de la présentation. Je pense que là, on va avancer puisque même les participants du Zoom, ils posent des questions sur la biologie, les examens biologiques et radiologiques. Donc, je pense qu'on devrait avancer et... Très bien. Alors, hop. On va avancer sur la deuxième présentation. Alors, c'est pas celle-là. Est-ce qu'on peut appeler l'informaticien, s'il vous plaît? En attendant qu'ils appellent l'informaticien. Ah, c'est bon. Elle est là. Ah, c'est bon. Oui. Voilà. Donc durant cette deuxième partie de la formation, on va aborder les aspects cliniques et paracliniques de cette pathologie. Et je pense que ça va lever beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de questionnements. Et tu n'as pas fait le partage. Ah, j'ai pas fait le partage? Tu n'as pas fait le partage. Du coup, appelez-moi l'informaticienne, s'il vous plaît. Voilà.
Je fais qu'il y a une personne qui te dit